Bonjour et bienvenue sur Naturamed. Mon nom est Jean-Pierre Dechaine, naturopathe et coach en modulation du stress et alimentation. Je suis l'expert, en fait, en intolérance alimentaire, mais aussi intolérance par rapport au stress, donc la capacité de s'adapter au stress et d'être donc plus tolérant, entre guillemets, par rapport à des éléments stresseurs. Alors aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître un bon supplément d'un mauvais. Donc, en principe, ça devrait paraître simple si on fait juste dire, bon, ben là, un produit naturel, ça devrait être bon. Et puis, si je paye plus cher, ça devrait être meilleur. Mais non, c'est pas si simple que ça. Alors, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc, d'abord, il faut que le supplément en question ressemble le plus possible à un aliment parce que c'est vraiment l'aliment qui est le mieux absorbé. Et c'est important aussi que cet aliment-là soit, comme on dit, organique. Donc, que cet aliment-là soit d'origine plus végétale que minérale. Et les suppléments échappent pas à ça. Donc, dans le fond, on est capable d'avoir maintenant des sources de vitamines et minéraux qui sont organiques, donc provenant plus de sources végétales, donc les végétaux qui ont pompé du sol les minéraux et qui les ont transformés pour nous, pour notre bienfait. Et ensuite, c'est de considérer aussi que un minéraux qui est chélaté également est mieux absorbé par le corps. Chélaté veut dire lié à une protéine. Et il y a certains suppléments qui sont plus liés à une protéine, comme par exemple les bisglycinates, orotates, trionates de ce monde. Et puis, ça, c'est des noms qui sont compliqués, mais vous pouvez toujours le lire sur les étiquettes. Et les minéraux moins bien absorbés comme les sulfates, les carbonates et les oxydes. Les vitamines maintenant aussi ne sont pas toutes égales, même chose. Alors, il y a des vitamines qui sont beaucoup mieux absorbées par le corps euh, sous une forme naturelle. Ça passe comme une lettre à la poste ou comme un courriel dans la boîte courriel. Et en fait, souvent, il y a des études qui peuvent montrer que, par exemple, la vitamine E, la vitamine A sont non seulement mal absorbés, mais sont même toxiques pour l'être humain. Et aussi que dans ces études-là, c'est jamais mentionné que ce sont des formes chimiques artificiellement conçues par l'homme. Donc, si on compare vraiment avec la vitamine E de forme naturelle, donc pas juste avec une forme de tocophérol alpha, mais les quatre formes de tocophérol et les quatre formes de tocotriénol. Donc, encore une fois, des noms plus compliqués, mais en d'autres termes, si ça ressemble à ce que la nature produit, mais ça ne va pas faire du tout le même résultat par rapport aux études. Non seulement ça sera plus toxique, mais ça va être bénéfique. Ça l'est. C'est pareil aussi pour la vitamine A, la bêta-carotène et le rétinol n'a rien à voir avec une forme chimique artificielle de vitamine A. Et aussi la folate. Donc, la folate, c'est toujours à préférer donc de prendre une B9 qui soit naturelle, donc qui soit comme la 5-tétraméthylhydrofolate. Et encore une fois, un nom à coucher dehors, mais la 5-MTHF, mettons que c'est plus facile à retenir. La méthylation, justement, est super importante parce que cette méthylation-là, c'est elle qui permet un tas d'affaires. Méthylation, ça veut dire qu'il y a un groupe méthyle, donc qui vient à se transmettre d'une molécule à l'autre. Alors ils font la tag, donc de la vitamine B9 à la B12, de la B12 après ça à la méthionine et à l'homocystéine. Donc, ça, c'est tous des noms compliqués pour vous dire que dans le fond, le corps est assez intelligent pour bien travailler s'il y a ce qu'il faut. Et puis, il faut que ce soit donc des vitamines sous une forme naturelle qui vont faire cette job-là, de le passer d'une façon naturelle
et saines, donc d'une molécule à l'autre pour faire leur job. Alors, à quoi ça sert ça? Ça sert, dans le fond, autant à la régulation des neurotransmetteurs et d'hormones, la détoxification du corps, la production de glutathion, qui est l'antioxydant le plus puissant que le foie produit, la modulation de l'expression des gènes également via le processus d'épigénétique. Donc, c'est extrêmement important. La fermentation, quant à elle, permet aussi d'avoir une bonne qualité nutritive, tout simplement, une bonne absorption, parce que la fermentation permet justement de transformer un aliment, qui peut être même déjà un super aliment, comme par exemple le kale, en super aliment, parce qu'il peut y avoir, donc, à travers cette fermentation-là, plus d'enzymes, plus de vitamines, plus de phytonutriments comme les antioxydants qui vont être développés par le processus de fermentation. La forme de présentation du supplément maintenant. Quelle est la meilleure forme à prendre? Alors, on parle ici de forme par rapport à l'aspect dans lequel on prend le supplément. Ça peut être un comprimé, une capsule, une gélule, ça peut être aussi une ampoule, une teinture mère ou même tout simplement de la poudre ou un liquide comme quand c'est de l'huile. Alors, ce qui est plus recommandé en général, c'est plus de prendre l'huile plutôt que les gélules par rapport à un produit comme de l'huile de poisson. C'est aussi de prendre plus le produit de poudre, ensuite la capsule comme telle, et enfin donc un comprimé, parce qu'une capsule, c'est plus facilement absorbable la plupart du temps. Donc la capsule qui est l'enveloppe autour va se dissoudre pour libérer la poudre qui est à l'intérieur, qui est toujours lousse. Et enfin, c'est ça. Donc les teintures mères par rapport aux ampoules. Donc, sauf si ces teintures mères-là qui sont dans une base d'alcool à 10 à 33 donc, s'ils sont plus concentrés, les ampoules, du genre 10 pour 1 pour un ginkgo biloba, à ce moment-là, ça va être plus avantageux l'ampoule que la teinture mère. Et ça va être donc important de choisir une forme de présentation du produit en fonction de ce qu'on veut prendre là, comme ingrédient actif, mettons. Après ça, avoir le moins d'ingrédients possible non médicinaux dans le produit. Alors ça, c'est aussi important parce que plus qu'il y a d'ingrédients comme des agents de conservation, comme des liants, comme des produits de remplissage, moins que le produit va être de qualité. Donc, ceux qui sont à éviter, tout à fait, c'est le dioxyde de titane, les parabènes, et ceux qui en avoir le moins possible, c'est les benzoates de sodium, sorbate de potassium et stéarate de magnésium. Les dosages maintenant. Alors, tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Ça, c'était Paracelse qui disait ça. Donc, pour une efficacité maximale, donc pour diminuer le dosage toxique, alors c'est vraiment de trouver donc l'échelle de quantité du produit qui est suffisante, mais pas trop élevée pour que ça crée donc une toxicité chez nous. Les produits naturels en général ont une grande marge de sécurité, sauf certains, comme peut-être la vitamine A de type rétinol. Donc, à part ça, la marge de sécurité est assez grande, comme par exemple ce que Santé Canada recommande pour la vitamine C, donc comme dosage quotidien recommandé, l'apport quotidien recommandé, c'est de 90 mg pour les hommes et 75 mg pour les femmes. Donc, c'est assez bas, oui, merci. Donc, ça, c'est des dosages plus pour éviter d'être gravement malade de carence de vitamine C, donc avoir le scorbut. Tandis que les dosages thérapeutiques euh, en naturopathie et en approche intégrative, c'est beaucoup plus donc des dosages qui iraient entre 600 mg et même 10 grammes
Et donc, la pire chose qui peut s'arriver, c'est d'avoir des selles molles ou de la diarrhée. Donc, c'est pas la fin du monde. Et il s'agit maintenant de monter graduellement pour voir c'est quoi votre seuil de tolérance et ce que votre corps a besoin. Donc, en fonction, évidemment, de votre problème de santé. Et vous avez ici donc une bonne tolérance. La vitamine D, elle, de son côté, c'est plus 125 millimoles par litre de sang. Donc, ça correspond à environ 3000 à 5000 UI de vitamine D par jour, par personne. Et puis, ça veut dire qu'en fonction du poids de cette personne-là, c'est entre 50 et 75 UI par kilo. Alors, ça, c'est Jean-Yves Diane qui dit ça, c'est pas moi. Et puis, c'est aussi la littérature scientifique, comme pour l'Institut de médecine de Harvard. Ce n'est pas ce qui est naturel, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est pas sans danger aussi. Donc, c'est bien évident que quand un produit comme de l'arsenic qui est naturel, donc on dit, ben là, ça peut être toxique, hein? Puis même chose aussi pour des produits naturels que je recommande pas vraiment, donc qui est plus, par exemple, fait du dioxyde de chlore ou des produits qui sont plus comme le cyanure des noyaux d'abricot, et aussi donc les huiles de poisson qui seraient contaminées au mercure, il faut faire attention toujours, et même chose aussi pour les produits du riz qui seraient contaminés à l'arsenic. Donc, c'est important de voir que c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Il y a aussi l'aspect qu'il y a l'interaction avec les médicaments. Donc, quand la personne prend des médicaments, c'est souvent le cas, il faut voir à ce qu'il n'y ait pas d'interaction néfaste. Parfois, il y a une interaction positive. Quand un médicament vient à diminuer une vitamine ou à diminuer un cofacteur, comme par exemple les statines et la CoQ10, ou les anovolants et le complexe B. Alors, c'est important de voir que, par exemple, le millepertuis, le ginkgo et les fibres ont beaucoup d'interactions avec beaucoup de médicaments. Donc, il faut être prudent. Puis, avant de prendre des suppléments, toujours voir s'il y a une interaction négative avec des médicaments. Enfin, euh, les contaminants et l'assurance de la concentration affichée sur l'étiquette. Alors ça, c'est surtout aux États-Unis, là, ils mettent du n'importe quoi dans leurs produits. Et donc, ce qui est marqué sur l'étiquette est mensonger. Alors, on peut voir donc, un produit qui finalement même est contaminé et finalement, il est vendu sur le commerce, là. Au Canada, avec Santé Canada, ils sont quand même plus stricts avec ça. Mais c'est important de voir à ce que votre compagnie fasse affaire avec un laboratoire tierce partie donc un laboratoire indépendant qui vienne à faire des tests pour évaluer justement la teneur en métaux lourds, en produits de pesticides ou produits qui sont pas du tout souhaitables. Et même chose aussi, la concentration, des pics de concentration des actifs. Donc, vérifier la concentration de votre produit, si bien ce qui est marqué sur l'étiquette. Alors, la certification biologique est un gage de vérification, c'est sûr, parce que là, le cahier de charges, ils doivent tenir ça, là, les compagnies. Donc, s'ils sont certifiés bio, ils risqueraient très gros comme amende et comme perte de licence de ne pas faire des vérifications strictes. Enfin, la conclusion de ça, c'est que c'est important d'aller chercher des suppléments qui sont beaucoup plus proches des aliments et qui sont, dans le fond, très assimilables par, d'une part, le fait que ça soit organique, donc versus inorganique, rien à voir avec le biologique. Deuxièmement, que ce soit méthylé, quand c'est possible. Troisièmement, possiblement fermenté. Donc, là aussi, on va chercher justement l'inorganique qu'on transforme en organique. Et souvent, donc, il y a un liant, un ligand pour
faire en sorte que ce soit un shellac et s'assurer que le produit soit sous bonne concentration, qu'il n'y ait pas non plus de contaminants et de préférences biologiques. Donc, voilà pour la qualité des produits naturels. Et c'est vraiment une jungle, effectivement, sur le marché. Alors, d'où l'importance d'être vigilant et de bien lire les étiquettes et de consulter, si nécessaire, un ou une naturopathe pour justement avoir un professionnel qui nous aide dans notre propre démarche de santé pour reprendre le pouvoir sur sa santé, l'empowerment. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aimer ma page, vous pouvez également vous abonner et vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour rester au courant de ce que je viens publier. Alors, merci et à la prochaine.